Dans cette vidéo, je vais vous raconter une autre histoire, l'histoire de Ronald Reed. Dans deux vidéos passées, j'avais raconté l'histoire de Anne Scheber et de Chris Groner, donc des individus, des investisseurs comme nous, particuliers, qui ont réussi à amasser des fortunes en investissant sur les marchés financiers. Et donc, cette histoire va concerner un monsieur, de plus une dame, il s'appelle Ronald Reed, et il était concierge. Vous avez bien entendu, concierge, et à la fin de sa vie, 92 ans, il a réussi à accumuler une fortune de 8 millions de dollars. On a découvert que le concierge du quartier avait une fortune de 8 millions de dollars. Le concierge du quartier. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est justement voir comment il a réussi ça en 7 points, 7 facteurs qui lui ont permis comment dire, de réussir à accumuler 8 millions de dollars grâce au marché financier, grâce à la bourse. Et un huitième point, un huitième facteur, en fait, comment dire, qu'il a loupé, un truc qu'il a mal fait, mais qui ne l'a quand même pas empêché de réussir cette performance-là. Alors, en commençant plus tarder. Alors, le premier point, c'est qu'il était patient. La bourse est un moyen permettant de transférer l'argent des impatients aux patients. Ouais. Tu sais, je me répète, ce point-là, c'est juste dalle. Parce que sur le marché, c'est comme je le dis, pour atteindre l'indépendance financière, il y a deux leviers fondamentaux que vous devez utiliser. Le premier, c'est les intérêts composés. Sans ça, vous ne pourrez jamais atteindre l'indépendance financière. Et le second, c'est l'effet de levier. On est d'accord? Les intérêts composés, sans temps, il n'y a pas d'intérêt composé, on est d'accord? Donc, peu importe ce que vous voulez faire, même si ce n'est pas investi sur les marchés financiers et que c'est, je veux dire, ailleurs, ça va quand même demander beaucoup de temps. Donc, lui, comment on dit, 8 millions de dollars, c'est à 92 ans qu'on a découvert qu'il avait cette fortune-là. Donc, ça lui a quand même pris pas mal de temps pour accumuler cette fortune-là, on est d'accord? Alors, le deuxième point ici, c'est qu'il a vécu en dessous de ses moyens. Donc, ça, c'est de la frugalité littéralement. Dans l'histoire que j'ai racontée sur Anne Scheber et Chris Groner, ça, c'est revenu. Et, comment dire, c'est inévitable. Parce que pour faire enfin, exploiter les intérêts composés sur une longue période, il faut avoir un capital au départ. Et ce capital-là, comment vous avez ce capital-là? C'est en épargnant. Et comment vous arrivez à constituer une épargne? C'est justement en vivant en dessous de vos moyens. Donc, quand on fait la différence entre vos revenus et vos charges, vos dépenses, il reste quelque chose que vous devez épargner. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet pour donner des points qui vous permettraient de maximiser votre épargne. Donc, comment épargner le plus possible. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous conseille vivement de la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Alors, un autre point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est qu'il a investi dans des actions. Oui. Parce que pour exploiter les intérêts composés, il faut avoir ce qu'on appelle un véhicule d'investissement, un véhicule. Et donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être des actions, ça peut être de l'immobilier, ça peut être un business que vous lancez, quelque chose. Donc, en l'occurrence, pour lui, c'était des actions. Alors, et donc, sur le marché des actions, la bourse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi dans plusieurs entreprises. Et dans ces entreprises-là, il y en a eu quelques-unes qui ont fait des performances extraordinaires. Donc, vous pouvez voir les noms, je les ai mis en jaune. Procter Gamble, JP Morgan Chase, General Electric. So, donc, ces entreprises-là ont connu des performances extraordinaires et c'est en fait ça qui lui a permis de réunir les 8 millions de dollars. Nous allons voir en huitième point ce qu'il a mal fait, ça a rapport avec ça, mais on n'en est pas encore là. Alors, un autre point ici, c'est qu'il a investi dans des actions qui payaient des dividendes. Alors, moi, ça me coche un peu de dire ça, mais c'est quand même la vérité. Je vais vous lire un truc ici. En fait, il y a une étude qui a été réalisée par une jeune femme et Janet French entre 1927 et 2014 et qui a montré que sur la bourse américaine, les actions qui payaient des dividendes ont performé mieux que les actions qui n'en payaient pas. Donc, de 1927 à 2014, donc c'est une période assez longue, on est d'accord. Et donc, les actions qui payaient des dividendes ont fait une performance de 6,4% contre 8,5% pour les actions qui n'en payaient pas. On est d'accord?
Alors, ce n'est pas vraiment le point que je vais aborder ici. Le point que je vais aborder, ce n'est pas vraiment qu'il investissait dans des actions qui payaient des dividendes ou pas. Le fait est que quand il avait ses dividendes, c'est ça qui est important. Quand il avait ses dividendes, il les redéployait tout simplement à la bourse. Donc, il réinvestissait en fait ces dividendes-là. Pour faire quoi? Pour maximiser l'effet des intérêts composés. Donc, en fait, c'est ça le plus important. Que vous perceviez des dividendes ou non. Parce que les dividendes, au fond, c'est quoi? C'est juste un moyen d'exploiter le capital. Donc, quand l'entreprise va générer son bénéfice, il y a plusieurs décisions qu'on peut prendre. On peut décider de rembourser des prêts bancaires, hein. On peut décider de faire des investissements au sein de l'entreprise. On peut décider de distribuer ça aux actionnaires. Vous voyez, donc c'est plusieurs possibilités. On peut même décider d'acheter une entreprise extérieure, de faire des acquisitions. On est d'accord? Alors, donc tout ça, en fait, c'est des moyens d'utiliser le capital. Donc, le meilleur moyen d'utiliser le capital, ce n'est pas nécessairement de le distribuer aux actionnaires. Si l'entreprise vous distribue des dividendes, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est si vous avez des convictions sur la bourse, la BFM par exemple, c'est justement de redéployer ces dividendes-là dans vos convictions, dans vos meilleures idées sur la bourse. Alors, le point suivant que je vais aborder ici, c'est qu'il a fait du buy and hold. Buy and hold, ça veut dire littéralement acheter et garder. Donc, acheter et garder sur une longue période. On est d'accord? Alors, il y a une faiblesse à cette stratégie-là. Il ne faut pas acheter et garder dans peu importe ce qui se passe. Parce qu'il peut arriver que l'entreprise que vous achetez, que les fondamentaux de l'entreprise soient changés, soient perturbés de manière définitive. On est d'accord? Donc, ça peut changer votre thèse d'investissement. Donc, les raisons pour lesquelles vous avez acheté cette entreprise-là peuvent disparaître justement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vendre. On est d'accord? Ça, c'est un premier cas. Alors, un second cas dans lequel il ne faut pas faire du buy and hold, c'est comme Maurice Fabre le dit, les investisseurs en valeur, on est des quoi? On est des reluctant sellers. Ça veut dire, on a du mal à vendre, on n'aime pas vendre. Hmm? Donc, pour qu'on soit amené à vendre, forcé de vendre, il faut vraiment que, si rien n'a changé dans notre scénario, dans notre thèse d'investissement, il faut vraiment que le, la valeur, ou plutôt le coût de l'action sur le marché des actions soit, comment dire, de loin supérieur à la valeur intrinsèque de l'action. On est d'accord? Donc, c'est seulement dans ce cas-là, en fait, qu'on est prêt à libérer l'opposition. Alors, je vais passer au point suivant. Et le point suivant ici, c'est qu'il a pris sa retraite assez tard. Il n'a pas pris sa retraite très vite. Vous pouvez lire aussi qu'il a pris sa retraite à 76 ans. Un concierge en fin de vie. Donc, il a pris sa retraite à 76 ans. Et le point que je vais aborder ici, je sais que souvent je dis, il faut, enfin, l'objectif de tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est de faire quoi? C'est d'accumuler assez d'épargne ou plutôt assez de capital pour pouvoir justement ne pas avoir à travailler, on est d'accord? Ben, donc, vous pouvez juste imaginer un scénario où vous vous levez le matin et vous n'avez pas à travailler, vous n'avez rien à faire de la journée et non, vous êtes juste là. On est d'accord que ce serait une vie assez ennuyeuse, right? Alors, moi, enfin, d'après mes analyses, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est de peu importe ce que vous faites actuellement, soit vous aimez déjà votre travail, alors là, c'est le scénario idéal, soit vous ne l'aimez pas, et je vous conseille là de démarrer ce qu'on appelle un side hustle. Quelque chose à côté que vous aimez faire. Et donc, si un jour vous atteignez l'indépendance financière, vous pouvez continuer de faire ce truc-là parce que vous l'aimez, vous ne voyez pas ça comme du travail en fait. Alors, donc, c'est ce que je voulais dire dans ce point. Et le dernier point que je vais aborder, avant d'aborder ce qu'il a mal fait, le dernier point, c'est qu'il c'était un lecteur en fait. Donc, il lisait beaucoup. Je lis beaucoup, je passe mon temps à lire. Je dois bien lire 5 ou 6 heures par jour. Je lis bien moins vite que quand j'étais plus jeune. Mais je lis 5 journaux par jour, je lis un bon nombre de magazines, je lis le Tenkei, je lis des rapports annuels, je lis aussi beaucoup d'autres choses. J'ai toujours aimé lire. J'aime beaucoup lire les biographies. Et d'ailleurs, les 8 millions de dollars de fortune qu'il a accumulés, il y a une grande grosse partie de ça qui a été reversée à sa librairie locale. Et la relation qu'il avait avec la librairie. Donc, pourquoi c'est important ici de dire ça? C'est en fait sur le marché, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, ce qui vous permet de battre la performance du marché ou bien la performance d'autres investisseurs sur le marché, c'est votre jugement. Hmm? Votre jugement et votre comportement. Donc, c'est de pouvoir, comment dire, voir clairement, développer cette faculté d'analyse-là pour dire cette action va performer mieux que cette action parce que.
et dans votre parce que vous avez des raisons qualitatives, vous avez des raisons quantitatives et tout ça. Donc, tout ça, c'est votre jugement. Donc, et pour développer ce jugement-là, comment vous faites? Vous consommez de l'information tout simplement et vous apprenez. Donc, vous lisez des livres, vous lisez des informations concernant la finance et tout ce genre de trucs-là. C'est tout ça qui va construire en fait hein, votre jugement, qui va l'améliorer et ensuite, si vous pouvez vraiment exécuter votre jugement. Donc, si vous pouvez voir clairement que cette action va performer de telle manière et que vous pouvez exécuter ce jugement-là, vous pouvez rester sur cette action pendant tel nombre d'années sans faillir. Alors là, oui, vous battez le marché. Alors, et là, on en vient au dernier point. Et ça, c'est ce qu'il a mal fait. Et il était extrêmement diversifié. Donc, vous pouvez voir ici en fin de vie, il détenait à 92 ans. Donc, en fin de vie, il détenait 95 ou plus de lignes d'action. Donc, 95 lignes d'action, vous voyez, c'est juste extraordinaire. C'est beaucoup trop. Donc, on ne peut pas dire qu'il était capable en fait de suivre toutes les actions qu'il détenait. Je ne crois pas. On est d'accord. Et évidemment, il y a eu une bonne partie de ces actions-là. Et ça revenait au point que je voulais mentionner plus haut. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie de ces actions-là qui n'ont pas bien performé. Et pourtant, il a réussi à atteindre les 8 millions de dollars de fortune. Donc, si jamais il s'était concentré sur ses meilleures convictions, sur les actions qui, d'après son jugement, auraient le mieux performé, je suis sûr, et c'est d'ailleurs évident, qu'il aurait performé mieux, hein, et donc qu'il aurait fini avec une fortune bien plus grande que 8 millions de dollars. Donc voilà. Donc c'est là, en fait, pour dire de l'importance, la force de la concentration sur le marché. Donc, si vous avez des convictions, concentration, allez-y, concentrez-vous, il n'y a pas de souci. Mais si vous n'avez pas de convictions, si vous n'avez pas développé un jugement pour avoir ces convictions-là, alors qu'est-ce que vous faites? Vous vous diversifiez. Là, c'est complètement autorisé. Warren Buffett le dit d'ailleurs si bien avec sa citation. Je vais paraphraser, il dit, en fait, quand vous savez ce que vous faites, concentrez-vous. Quand vous ne savez pas, diversifiez-vous, tout simplement. Et des fois, pas ironie, il dit que la diversification, c'est un bouclier pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est tout à fait vrai, en fait. Et là même, enfin, il utilise souvent le même mot. Il dit, enfin, un mot qui se rapproche de diversification en anglais, il dit diversification. Au lieu de diversification, il dit diversification. En fait, c'est pour dire, comment dire, il est en train de dire par là que la diversification, c'est une manière d'atténuer le mal, en fait, quoi. Donc voilà. Donc si vous ne savez pas ce que vous faites, diversifiez-vous. C'est même ce qu'il y a à faire. Mais si vous savez ce que vous faites, si vous avez pu développer un jugement supérieur, concentrez-vous. Ciao.